Elle a dit que j'irais bien bientôt, alors je me suis levé calmement et je l'ai quittée pour de bon. Je n'aurais jamais pensé que la phrase la plus silencieuse que j'entendrais un jour me percuterait de plein fouet. Tu t'en remettras, dit-elle, son ton aussi plat que la flûte de champagne intacte à côté de son assiette. C'était notre 10e anniversaire, le genre de soirée qui est censé signifier quelque chose. Un bistrot aux nappes blanches dans le Marais, des réservations faites 3 mois à l'avance, la lueur des bougies vacillant sur la verrerie, le jazz fredonnant depuis des haut-parleurs discrets au-dessus de nous. Mais tout ce que j'ai entendu, ce que j'entendrai toujours, c'était cette unique phrase tranchante. Tu t'en remettras. J'ai levé les yeux du saumon grillé que je n'avais même pas touché. Mon couteau reposait encore sur le bord de l'assiette, tel un accessoire oublié. En face de moi, Émilie, ma femme, faisait tournoyer son vin paresseusement. Son regard était fixé quelque part juste au-dessus de mon épaule, détaché, impassible. Tu penses que je l'ai imaginé, demandai-je doucement. Je t'ai vu. Je t'ai regardé sortir de cette voiture. Je t'ai regardé entrer dans cet hôtel avec lui. Elle pencha alors la tête, croisant enfin mon regard. Son expression ne scia pas, ni remords, ni peur, juste de la certitude. Tu m'as vu, dit-elle. Et je ne le nie pas, le silence s'étira entre nous comme un élastique tendu jusqu'à son point de rupture. Un serveur passa, ignorant l'épave sur notre table. Je jetai un coup d'œil à la carte des desserts intacts, la bougie vacillante devenue une blague cruelle. Et puis elle se pencha en arrière sur son siège, telle une reine écartant le drame qu'elle venait de jeter dans la soirée. J'avais besoin de quelque chose de différent, Adrien, dit-elle, ni durement, ni en s'excusant. Quelqu'un qui n'a pas l'air d'être coincé dans le même travail, les mêmes pantalons kaki, la même petite vie sans risque, jour après jour. Je laissai cela en suspens. Les mots s'enfoncèrent comme des aiguilles sous la peau. J'aurais pu répliquer. J'aurais pu faire une scène, faire trembler chaque assiette dans cette pièce. Mais au lieu de cela, je saisis la serviette blanche sur mes genoux, la pliai calmement, la posai à côté de ma fourchette, et me levai. Elle cligna des yeux une seule fois, son verre suspendu à mi-chemin de ses lèvres. Je ne dis pas un mot de plus. Je ne pris pas mon manteau. Je ne me souciais pas de l'addition. Je suis simplement sorti. Le froid me frappa comme une gifle. Février à Paris ne plaisante pas. Mais le froid était un soulagement, un choc qui me rappela que j'étais encore en vie, encore capable de faire des choix. Je ne regardais pas en arrière à travers les fenêtres du restaurant. Je ne voulais pas lui donner cela. Je m'appelle Adrien. J'ai 39 ans. Je gère la logistique pour une chaîne régionale de meubles, je vis dans un appartement à 2 rues de la Seine, et jusqu'à il y a 20 minutes, je pensais comprendre ce qu'était la loyauté, ce que signifiait l'engagement. Mais maintenant je comprends toute autre chose. Parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire n'est pas de se battre, c'est de partir. Et ce soir, cette serviette, ce simple pliage silencieux, n'était pas une capitulation. C'était le premier coup. Parce que ce qu'Émilie ne sait pas, c'est que je n'ai pas fini. Loin de là. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi dans mon propre lit. Je ne suis même pas rentré chez moi. Au lieu de cela, j'ai conduit. Pas de musique, pas de destination, juste le bourdonnement des pneus sur la chaussée mouillée et l'écho creux de ces mots rebondissant dans mon crâne. J'ai atterri chez Antoine. Il est mon ami le plus proche depuis l'université, le genre de type qui ne pose pas de questions quand vous vous présentez à sa porte après minuit avec les yeux comme des plaies ouvertes. Il n'avait pas besoin des détails. Un regard sur mon visage et il s'est simplement écarté, a indiqué la chambre d'amis et a dit « Reste aussi longtemps que tu en as besoin ». La chambre sentait légèrement le cèdre et les vieux livres de poche. Il y avait un lit simple soigneusement fait avec une couverture à carreaux bordée si serrée qu'elle semblait être une encre. Je me suis assis sur le bord et j'ai fixé le sol pendant ce qui m'a semblé être une heure. Mes mains étaient encore froides. Finalement, j'ai sorti mon téléphone, ouvert un brouillon de courriel vierge et tapé seulement 2 mots dans l'objet, stratégie de sortie. Puis, lentement, méthodiquement, j'ai commencé à faire une liste. Identifiant bancaire distinct. Carte de crédit. Coffre-fort gratuit. Nouvelle clé. Retirer les objets de valeur de la maison. Avocat commencer par la recommandation d'André. Recueillir des preuves numériques, l'iclou d'Émilie. Ne plus lui parler sauf si nécessaire. Plus je tapais, plus ma respiration devenait régulière. Je ne savais pas si j'allais dormir. Je n'étais même pas sûr de le vouloir,
mais j'avais besoin de m'ancrer à quelque chose, n'importe quoi qui ressemblait à du contrôle, à un but. Et cette liste, aussi froide et mécanique soit-elle, devint ma prise sur la raison. À un moment donné, je me suis allongé sur le matelas rigide, mes chaussures encore aux pieds, et j'ai fixé le plafond. Le calme dans cette pièce était si différent du calme de notre appartement. Ce n'était pas le silence d'une émotion contenue ou d'une cruauté calculée. C'était simplement la paix. Pour la première fois depuis des mois, il n'y avait pas de seconde brosse à dents à côté de la mienne dans la salle de bain. Pas de bougie à la lavande que je n'allumais jamais. Pas de notes autocollantes passives-agressives sur l'oubli du pressing. Juste le vrombissement d'un vieux ventilateur de plafond et le son faible du chien d'Antoine qui se promenait dans le couloir. Et malgré toute sa banalité, c'était la nuit la plus honnête que j'avais eue depuis longtemps. C'est étrange, n'est-ce pas? On passe des années à essayer de construire quelque chose brique par brique, souvenir par souvenir, en pensant que si on est prudent, si on travaille assez dur, cela durera. Mais il suffit d'une seule décision de quelqu'un d'autre, d'une seule trahison. Et soudain, les fondations se fissurent si fort que l'on est sourd à tout le reste. Je n'étais pas en colère. Pas exactement. Ce que je ressentais était quelque chose de plus froid, comme les braises de la rage après que le feu a déjà réduit l'endroit en cendres. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de jeter quoi que ce soit. J'avais juste besoin d'être immobile et de planifier. À 2h47 du matin, j'ai relu le courriel pour moi-même. Puis j'ai cliqué sur envoyer. Pas à quelqu'un, juste à moi. Stratégie de sortie, phase 1. Parce que si Émilie pensait qu'elle pouvait nonchalamment quitter la vie que nous avions construite et me servir une phrase comme « tu t'en remettras », alors elle ne me connaissait pas du tout. Et à partir de maintenant, elle apprendrait exactement qui elle avait sous-estimé. 3 jours plus tard, quelque chose s'est produit qui aurait pu sembler aléatoire si je croyais à la chance. C'était un mercredi, il brunait juste assez pour que tout en ville ait l'air d'avoir été dessiné avec un crayon de fusain humide. J'étais assis à mon bureau chez Logistique Dubois, sirotant un café brûlé de la salle de pause, quand le courriel des ressources humaines est apparu dans ma boîte de réception. Annonce de réorganisation de la direction. Veuillez vous réunir dans la salle de conférence 4B à 11h15. Honnêtement, j'ai supposé que c'était juste un autre remaniement. Quelqu'un plus haut placé qui grimpait latéralement. Quelqu'un d'autre discrètement retiré du budget. Le jeu de chaises musicales de l'entreprise était une danse silencieuse. Il l'avait toujours été. Je ne m'attendais pas à ce que mon nom soit sur la présentation. Avec effet immédiat, Adrien Rousseau assumera le rôle de directeur régional de la logistique. Ce changement reflète sa performance constante, sa prévoyance opérationnelle et la confiance de notre équipe de direction alors que nous entamons l'expansion du 2e trimestre. J'ai cligné des yeux. De l'autre côté de la table, les gens ont commencé à applaudir. Ma responsable, Isabelle, dont je pensais qu'elle se souvenait à peine de mon nom de famille, souriait et hochait la tête comme si cela était en préparation depuis des mois. Quand la réunion s'est terminée, je ne me suis pas précipité. Je suis juste resté assis un moment, laissant la nouvelle se déposer dans ma poitrine comme du béton chaud. Nouveau titre, plus de salaire, horaire flexible, une voiture de fonction, autonomie sur mon emploi du temps. Dans n'importe quelle autre chronologie, j'aurais peut-être appelé Émilie en premier, mais dans celle-ci, je n'ai même pas tendu la main vers mon téléphone. Au lieu de cela, je me suis éclipsé dans un bureau d'angle qui ne m'appartenait pas la veille et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Dès qu'elle a cliqué, je me suis assis au bureau propre et j'ai ouvert mon ordinateur portable, non pas pour répondre à des courriels, mais pour ouvrir une feuille de calcul privée que je n'avais pas regardée depuis plus d'1 an, celle intitulée « Plan de secours pour avoir personnel ». À l'époque où nous avions fusionné nos comptes, Émilie avait insisté pour que tout soit rationalisé. Elle n'aimait pas que l'argent soit trop dispersé, disait que cela la rendait anxieuse. Mais j'avais conservé quelques comptes à mon seul nom, un sur lequel elle ne posait pas de questions parce que dans son esprit, elle avait déjà une vue d'ensemble. Elle avait toujours été douée en maths. Mais ce qu'elle n'avait jamais compris, c'était la stratégie. J'ai mis à jour les chiffres, fait quelques projections et transféré la moitié de mon prochain salaire dans le fonds de secours. Puis je me suis connecté à une banque numérique dont je ne lui avais jamais parlé et j'ai programmé un virement depuis notre compte commun, assez petit pour ressembler à des courses, mais parfaitement synchronisé, 175 €, libellé, Monoprix. En réalité, cela allait directement dans un nouveau coffre d'épargne que je venais de nommer « Redémarrage ». C'est là que j'ai compris. Cette promotion n'était pas un cadeau.
C'était un levier. Pour la première fois depuis ce dîner, j'ai senti la balance pencher. Juste un peu, pas complètement, mais assez pour que je puisse respirer différemment. M'asseoir plus droit. Penser avec 2 coups d'avance. Je ne l'ai dit à personne. Pas à Antoine, pas à ma sœur, pas même à l'assistante des RH qui m'a offert du champagne dans un gobelet en plastique. J'ai juste souri poliment, serré les bonnes mains et je suis retourné au travail. Parce que pendant qu'Émilie pensait que je pensais encore mes plaies, que j'étais encore recroquevillé quelque part dans la confusion post-maritale, je préparais déjà mon prochain coup. Et cette fois, je ne jouais pas en défense. Je n'avais pas vu Marc depuis plus de 6 ans. C'était le genre de type dont on se souvenait pour 2 choses, son sens de l'humour pince sans rire et son amour quasi obsessionnel pour les ordinateurs. À l'université, il pouvait contourner les pare-feux comme la plupart des gens ouvrent une canette de soda. Aujourd'hui, il dirigeait la sécurité informatique pour une entreprise technologique de taille moyenne en centre-ville. Entreprise rigoureuse, bons avantages, toujours 3 moniteurs allumés en même temps. Je lui ai envoyé un texto tard un soir. Besoin d'une faveur discrète. Numérique, pas de question. Tu es partant? Sa réponse est arrivée en moins d'1 minute. Toujours. Apporte juste de la bière et une clé USB vierge. Ce samedi-là, je me suis présenté à son appartement avec les 2. Nous ne nous sommes pas pris dans les bras. Marc n'était pas ce genre d'ami, mais il m'a offert un siège, a décapsulé une bouteille et a dit, alors, qui est-ce qu'on fait disparaître, et à quel point c'est illégal? Je lui en ai dit juste assez. J'ai besoin de fichiers supprimés. Basés sur le nuage. iCloud. Le même identifiant qu'elle utilisait quand nous avons eu notre dernier forfait téléphonique. Il a haussé un sourcil mais n'a pas demandé de nom, a juste tapé une ligne de commande qui ressemblait à une autre langue et a commencé à synchroniser des sauvegardes chiffrées depuis une archive nuagique en cache. Donne-lui 1 minute, a-t-il dit. Apple enterre profondément les médias supprimés, mais si elle ne l'a pas effacé en profondeur, c'est probablement encore là. J'ai hoché la tête et essayé de ne pas avoir l'air de trembler intérieurement. 15 minutes se sont écoulées en silence, rompues seulement par le cliquetis occasionnel des touches. Je regardais par sa fenêtre la ligne d'horizon, à moitié éclairée dans la brume de fin d'après-midi. Je ne savais pas ce que j'espérais. Une conclusion, une confirmation, une preuve finale que je n'avais pas perdu la tête. Quand Marc s'est penché en arrière et a dit « J'ai quelque chose », j'ai senti mon pouce emballé. Il a légèrement tourné les moniteurs vers moi. Elles étaient là, 5 vignettes de clips, toutes marquées comme des live photos, datées de plusieurs semaines. J'ai cliqué sur la première, les mains glacées. L'écran a vacillé, puis s'est rempli de son visage. Émilie souriant, le genre de sourire qu'elle me réservait autrefois. Elle était dans notre cuisine, ma cuisine, portant mon vieux sweat à capuche, debout près de la cafetière. Elle tenait son téléphone légèrement au-dessus de sa tête, ajustant l'angle, puis a murmuré quelque chose que je n'ai pas tout à fait entendu. Le bras d'un homme est apparu dans le cadre derrière elle bronzé, musclé, familier. Il lui a embrassé le cou. Elle a gloussé. Mon estomac s'est noué. Le clip suivant, notre salon, des bougies, du vin. Elle a balayé lentement la pièce avec le téléphone, ses pieds nus posés sur ses genoux. Il lui donnait une fraise à manger. C'était mon canapé. 3e clip, elle murmure son nom, Ellie, comme si c'était un secret qu'elle aimait garder. À la 4e vidéo, je ne regardais même plus. Je fixais juste la chronologie, les dates. 3 de ces clips avaient été filmés pendant que j'étais au travail. L'un pendant un week-end où j'étais allé voir ma mère. Elle m'avait dit qu'elle avait une retraite de yoga. Pas étonnant qu'elle ait insisté pour que je laisse mon téléphone derrière moi pour « déconnecter ». Le dernier clip. J'ai failli ne pas l'ouvrir, mais Marc m'a regardé, le visage impénétrable, et a dit doucement « tu devrais ». C'était une autre scène de cuisine, mais cette fois, Émilie était seule, tenant son téléphone à bout de bras. Elle a murmuré quelque chose directement à la caméra. Je me suis penché plus près, sans ciller. Je n'arrive pas à croire à quel point c'est facile. Il n'en a aucune idée. Genre, il est si prévisible. Je crois qu'une partie de moi voulait se faire prendre juste pour voir s'il ferait vraiment quelque chose, mais jusqu'à présent. Rien. Puis elle a ri. Un rire calme, cruel, désinvolte. J'ai cliqué sur pause. Le silence qui a suivi était assez épais pour s'y noyer.
Marc n'a pas dit un mot, il a simplement tendu la main sur la table et a copié les fichiers sur la clé USB, les scellant dans un dossier intitulé « Assurance ». Il me l'a tendu comme une arme chargée. « C'est assez ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête une fois, à peine. « Ne t'inquiète pas » a-t-il ajouté. Pas de copie, pas de trace. Et sur ce, je suis parti. Pas de bière, pas d'adieu, juste une clé USB en plastique qui me brûlait la poche. Et la connaissance écœurante qu'elle avait laissé tout son secret là, attendant d'être découvert. Parce que malgré toute sa planification, toute sa réinvention, elle n'avait jamais pensé que je regarderais. La sonnette a retenti juste après 21h. J'étais assis sur le canapé, l'ordinateur portable ouvert, examinant un rapport de fournisseur qui m'importait peu. La clé USB que Marc m'avait donnée était posée, intacte, à côté de ma tasse de café. Je n'avais pas ouvert le dossier depuis cette nuit-là. Je n'en avais pas besoin. Les images étaient déjà gravées en moi, image par image. Quand je me suis levé et que je me suis dirigé vers la porte, je pensais que c'était un colis ou Antoine, peut-être même quelqu'un de l'immeuble pour l'ascenseur, encore. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était lui. Grand, bâti comme une publicité pour un abonnement à la salle de sport, portant une veste en polaire à moitié zippée et une expression qui ne savait pas trop où se poser, quelque part entre le regret et le malaise. « Salut » dit-il. « Vous êtes Adrien ?» Je l'ai juste fixé. Chaque instinct me hurlait de claquer la porte, mais je ne l'ai pas fait. « Oui » dis-je lentement. « Je suis Élie. » Ses yeux se sont baissés. Je sais que c'est bizarre, mais je pense qu'on devrait parler. Et juste comme ça, j'ai su qu'il n'était pas venu pour se vanter. Il n'était pas venu pour se battre. Il était venu parce que quelque chose s'était brisé dans son monde aussi. J'ai reculé et ouvert la porte sans un mot. Je l'ai laissé entrer, j'ai refermé derrière lui, calme comme une eau dormante. « Asseyez-vous » dis-je en désignant la table de la cuisine. Alors qu'il passait devant moi, j'ai appuyé sur l'application de mémo vocal de mon téléphone, verrouillé l'écran et l'ai glissé face contre table entre nous. Il n'a pas remarqué. Il s'est assis, a frotté ses paumes sur ses genoux et a pris une inspiration. « Je ne savais pas » dit-il d'abord. « Je jure que je ne savais pas qu'elle était mariée. Pas avant hier. » Je me suis juste appuyé contre le comptoir, les bras croisés, le regardant s'embourber. Elle m'a dit que vous étiez séparés. Qu'elle vivait encore avec vous pour les apparences, mais que c'était fini entre vous depuis un moment. Il a ri une fois, un rire sec, comme s'il s'étouffait avec une erreur. J'aurais dû savoir. La façon dont elle évitait certaines questions. La façon dont elle partait précipitamment après une heure. Mais je n'ai pas insisté. Je ne voulais pas tout gâcher. Gâcher quoi? Demandai-je platement. Il hésita. Ça semblait réel avec elle. Comme si nous avions quelque chose. Mais quand j'ai découvert, mec, j'ai juste. Je me suis senti mal. Comme si on s'était servi de moi. J'ai hoché la tête une fois, lentement. C'est le cas. Cela le fit taire un instant. Elle a dit que vous étiez froid, distant, que vous ne vous en souciez plus. Cette partie m'a presque fait sourire. Elle avait toujours été douée pour adapter l'histoire à ses besoins. Il leva les yeux vers moi, le front plissé. Donc, je suppose que vous avez trouvé les vidéos. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Il se pencha en avant, les coudes sur la table. Écoutez, je ne suis pas ici pour trouver des excuses. Je vous dis juste que je serais parti à la seconde où j'aurais su la vérité. Je ne veux pas participer à la destruction de la vie de quelqu'un, surtout pas celle d'un gars qui... Il s'arrêta. Qui quoi, demandai-je. Qui ne le méritait manifestement pas, dit-il. La façon dont elle parlait de vous, ça ne collait pas, l'enregistrement continuait, silencieux comme une respiration. Il avait l'air sincèrement secoué maintenant. J'ai rompu hier. J'ai bloqué son numéro, je lui ai dit que c'était fini. Et elle vous a cru, demandai-je. Elle a pleuré, dit-il, mais pas comme quelqu'un qui a le cœur brisé. Plutôt comme quelqu'un qui a perdu un pari. Cela a eu plus d'impact qu'il ne le savait. J'ai hoché la tête, me suis approché et j'ai pris mon téléphone. L'écran s'est rallumé, l'enregistrement tournait toujours. J'ai sauvegardé le fichier. Élie m'a regardé. Écoutez, je voulais juste être honnête.
Je pensais que vous méritiez au moins ça. Merci, dis-je en ouvrant à nouveau la porte. Il se leva lentement. J'espère que vous vous en sortirez sans problème, mec. Pour ce que ça vaut, je pense qu'elle fait ça depuis longtemps. Il sortit dans le couloir, sans se retourner. La porte se referma doucement derrière lui. Je suis resté là un instant, fixant le grain du bois avant de me retourner et de retourner à la table. Un clic, le fichier renommé, Confession d'Ellie, 21h12. Et avec ça, j'avais ce dont j'avais besoin. Je n'allais pas l'utiliser pour me venger. J'allais l'utiliser pour ma liberté. Il y a une sorte de paix qui vient de l'exécution d'un plan sans sourciller. Ce matin-là, je me suis réveillé tôt, j'ai pris une douche et j'ai repassé une chemise que je n'aurais normalement pas pris la peine de repasser. Non pas parce que quelqu'un me verrait, mais parce que j'avais besoin de sentir des contours nets, propres, intentionnels. J'avais déjà rencontré l'avocat, discrètement, efficacement. Une recommandation d'André, comme je l'avais espéré. L'homme était habile, vif, et n'a pas scié quand j'ai tout exposé. Je ne veux pas de drame, lui ai-je dit. Je veux de la distance, de la clarté, une ligne nette. Il a hoché la tête. Nous délivrerons la notification discrètement. Dossier standard, déposé ce matin. Elle sera signifiée à domicile. Non, dis-je. À son studio. Parce que si Émilie s'était réinventée en une déesse du yoga du 16e arrondissement enseignant la pleine conscience pendant que son mariage s'effondrait derrière des portes closes, alors je voulais qu'elle rencontre la vérité là même où elle jouait son personnage le plus calme. Sa séance de 10h du matin le mercredi, un cours qu'elle mettait toujours en avant dans ses publications temporaires, en identifiant le même tapis de lavande, la même citation zen en légende. L'assistante de mon avocat, une femme à la voix calme et à la présence discrète, y est allée sous un pseudonyme, a signé la décharge, a pris une place dans un coin et, 20 minutes après le début du cours, alors que la salle passait en posture du guerrier 2, elle a déroulé son propre tapis, a glissé l'enveloppe craft de son sac et l'a délicatement posée sur le sol à côté de la bouteille d'eau d'Émilie. Elle n'a pas dit un mot. Puis elle a rangé ses affaires et est partie. Je n'étais pas là pour le voir. Je n'en avais pas besoin. Mais les conséquences sont arrivées rapidement. À 10h43, j'ai reçu le premier appel. Ignoré. 10h45, un autre. Puis des textos, qu'est-ce que c'est? Tu es sérieux? Tu es assez lâche pour me faire signifier ça pendant mon cours. J'ai mis la conversation en sourdine. J'ai laissé le feu brûler dans sa propre petite bulle. À midi, Antoine a texté, ça va? Émilie bombarde mon téléphone. Elle dit que tu l'as prise par surprise. J'ai répondu par une seule ligne, dis-lui de lire les documents. Tout ce dont elle a besoin est là-dedans. Puis j'ai éteint mon téléphone, j'ai conduit hors de la ville, j'ai baissé les fenêtres et j'ai laissé le vent me ramener le silence dans mes pensées. Parce qu'il y avait quelque chose de profondément poétique là-dedans. Comment elle avait toujours orchestré ses jeux de pouvoir par des suggestions subtiles, une ambiguïté émotionnelle, de minuscules détonations contrôlées. Et maintenant, j'avais répondu de la même manière. Pas de cris, pas de confrontation dramatique, juste une enveloppe nette placée dans son coin de calme soigneusement aménagé. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré chez moi. Je suis resté chez Antoine à nouveau. Même chambre d'amis, même ventilateur de plafond, même silence. Mais cette fois, j'ai dormi profondément, sans me réveiller une seule fois. Le lendemain matin, mon téléphone s'est de nouveau allumé, mais pas avec elle. Cette fois, c'était une simple notification système. Émilie Rousseau a consulté les documents juridiques complets. 7h58, notification de remise confirmée. Et pour la première fois dans toute cette débâcle, je l'ai senti. Le changement. Elle savait que je ne bluffais pas, et que je ne reviendrais pas. Le premier appel est venu de ma tante 2 jours après que les papiers ont atterri sur son tapis de yoga. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Elle a demandé si Émilie avait bu. Elle m'a appelé en larmes, dit Léa, sa voix douce mais teintée de suspicion. Elle a dit que tu l'avais prise au dépourvu, que tout cela était sorti de nulle part. Es-tu sûr que tu... J'en suis sûr, interrompis-je calmement. Vérifie tes courriels. J'entendis le clic de sa souris. Une pause, puis une autre pause. Oh, murmura-t-elle. C'est tout ce dont j'avais besoin. Car à ce moment-là, j'avais déjà envoyé le courriel, pas seulement à elle, mais à tout le monde. Un message unique,
factuel, sans drame, sans commentaire personnel, juste une explication propre et polie. Chère famille et amis, je vous contacte parce que je crois que la clarté est plus importante que le conflit. Émilie et moi nous séparons. Je ne cherche ni sympathie ni commérage, seulement l'honnêteté. 6 juin, vous trouverez un dossier privé avec des informations horodatées pour ceux qui veulent l'histoire complète. Je ne m'exprimerai pas davantage sur ce sujet au-delà de ce qui y est partagé. Merci de respecter mon choix d'avancer dans la paix, et non dans le drame. Adrien, le dossier était protégé par un mot de passe, des photos horodatées, quelques captures d'écran, une vidéo, la confession enregistrée d'Élie réduite à 60 secondes de vérité indéniable. Assez pour raconter l'histoire, pas assez pour faire honte. Juste les faits. Antoine l'a lu et m'a appelé. C'est brutal, dit-il. Mais propre. Classe, même. Ma sœur a répondu par un simple « fier de toi ». Mais Émilie, elle, a perdu pied. Apparemment, elle avait supposé que ce serait moi qui me démènerais, que je m'effondrerais tranquillement, que je ferais peut-être un plaidoyer tard dans la nuit pour qu'elle revienne. Au lieu de cela, elle est entrée dans un monde où sa version des événements ne régnait plus. Son histoire avait été réécrite avant qu'elle ne puisse s'en servir comme d'une arme. Elle a commencé par ma mère, prétendant que j'agissais de manière erratique, que j'avais mal interprété les choses. Maman m'a envoyé une capture d'écran des textos, puis m'a envoyé un seul mot, réglé. Ensuite, Émilie a essayé des amis communs, des gens avec qui nous partions en vacances, avec qui nous dînions, avec qui nous regardions les matchs des séries éliminatoires. Mais le fait est qu'ils avaient déjà vu le dossier. Ils n'avaient pas besoin de choisir leur camp. Ils avaient vu la vérité. Et la vérité a une façon de rester, même quand les mensonges sont mieux habillés. Elle a cessé de m'envoyer des messages directement après cela, mais j'ai vu ses publications, des messages passifs-agressifs sur la masculinité toxique, des citations sur la reprise de son pouvoir, des poses sur des tapis de yoga légendés avec des phrases comme « la croissance par la résistance » et « la guérison n'est pas linéaire ». Je n'ai pas réagi, pas une seule fois, parce que la guerre ne m'intéressait pas. J'avais déjà gagné la bataille du récit, et elle le savait. Le vendredi, une amie commune, Jeanne, l'une des copropriétaires de son studio, m'a envoyé un message en privé. Et, je veux juste que tu saches que je n'avais pas réalisé depuis combien de temps elle déformait les choses. Si jamais tu veux parler ou si tu as juste besoin du soutien de quelqu'un qui a vu plus qu'elle ne le laissait paraître, je suis là. Ce n'était pas une bouée de sauvetage dont j'avais besoin, mais c'était la preuve. Le vent avait tourné, et Émilie, elle, ramait dans la mauvaise direction. C'était un mardi matin quand le message est arrivé. Le nom qui s'est affiché m'a fait marquer une pause au milieu d'une gorgée, Monica Perrin, l'une des amies les plus proches d'Émilie, un nom que je n'avais pas vu sur mon téléphone depuis près de 2 ans. À l'époque, j'aimais bien Monica. Elle était vive, drôle d'une manière qui n'exigeait pas de public. Mais quelque part en cours de route, elle était sortie de notre orbite. Émilie disait qu'elle était trop cynique, trop amère, qu'elle jugeait toujours ses choix de vie. Peut-être que maintenant je comprenais pourquoi. Son message était bref. Adrien, je sais que c'est bizarre, mais as-tu le temps de parler? Je pense que je te dois quelque chose. Et j'aurais dû le dire plus tôt. Quelque chose dans la façon dont elle a formulé cela, je te dois quelque chose, m'a poussé à l'appeler immédiatement. Elle a répondu à la première sonnerie. Pas de bavardage, elle est allée droit au but. Je ne savais pas comment te joindre sans que ce soit gênant, dit-elle. Mais après tout ce qui s'est passé, il y a quelque chose qui me pèse et qui m'a empêché de dormir. J'ai attendu. J'ai vu le début, a-t-elle poursuivi. L'histoire avec elle et Ellie. Je n'ai pas dit un mot. Ils sont venus à l'un de mes vernissages l'été dernier. Elle m'a dit qu'il était juste un ami, mais il n'agissait pas comme des amis. Elle a essayé de faire comme si de rien n'était, mais je le voyais dans son langage corporel. La façon dont elle se tenait près de lui, comment ils sont partis ensemble après 10 minutes. Elle fit une pause. Je voulais lui accorder le bénéfice du doute. C'était mon ami, après tout. Mais quelque chose n'allait pas. Tu ne lui as pas dit que tu avais remarqué? Demandai-je doucement. J'ai essayé, dit-elle, mais elle a balayé ça d'un revers de la main. Elle m'a fait sentir que j'étais jalouse ou paranoïaque. Et c'est là que j'ai réalisé qu'elle avait déjà fait ça avant. La ligne est restée silencieuse un instant. Que veux-tu dire, ai-je finalement demandé. Pas seulement avec toi, Adrien, dit-elle, la voix nouée.
Avant que vous ne deveniez sérieux, elle avait un schéma. Le levier émotionnel. La réinvention. Elle brûlait les ponts juste pour prouver qu'elle n'avait pas besoin de les retraverser. Tu n'étais pas le premier homme qu'elle a essayé de dépasser. Juste le premier qui n'a pas supplié de l'accompagner. J'ai laissé ces mots s'installer. Elle disait que tu étais trop gentil, continua Monica, comme si c'était un défaut. Mais j'ai vu la façon dont tu la regardais, et je me suis toujours demandé si elle t'en voulait d'être si bien aimée. Celui-là m'a touché plus profondément que je ne l'aurais cru. Pourquoi me le dire maintenant? Demandai-je. Parce que je l'ai regardée essayer de présenter cette histoire comme si elle était la victime. Mais la façon dont tu as géré sa calme, digne, ce n'est pas de la faiblesse, Adrien. C'est de la puissance. Et je pense qu'il est temps que quelqu'un te le dise à voix haute. Nous n'avons pas parlé beaucoup plus longtemps. Elle n'a pas proposé de se voir pour un café ou de se plonger dans la nostalgie. Elle m'a juste remercié de l'avoir écoutée et a dit, si jamais elle essaie de retourner cette histoire, appelle-moi. Je rétablirai la vérité. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans ma voiture pendant un long moment. Les vitres légèrement embuées par la fraîcheur matinale. Une main toujours sur le volant, l'autre sur ma cuisse, immobile. Je ne m'attendais pas à une validation. Pas de la part de quelqu'un de son cercle. Mais les mots de Monica résonnaient en moi comme une mélodie dont j'ignorais avoir besoin. Elle t'en voulait d'être si bien aimée. C'était peut-être le cœur du problème. Elle n'est pas partie parce que je l'ai déçue. Elle est partie parce que ce n'était pas le cas. La médiation n'a pas eu lieu dans une salle d'audience. C'était une suite de bureaux beige avec un ficus en plastique dans un coin et des bonbons à la menthe éventés dans une soucoupe. Un terrain neutre, disait-il, mais je n'avais pas besoin de terrain. J'ai apporté de la clarté. Émilie est arrivée avec 10 minutes de retard, bien sûr. Habillée pour la guerre, pas pour la paix, col roulé noir, pantalon taille haute, rouge à lèvres foncé son armure. Elle ne m'a pas regardé en entrant, passant simplement devant moi comme si c'était indigne d'elle, comme si je devais être reconnaissant qu'elle se soit présentée. Son avocat, un homme au visage lisse avec des cheveux parfaitement gominés, m'a adressé un bref hochement de tête. La mienne, Janine Valois, la cinquantaine, pragmatique, les lunettes perchées bas sur son nez, ressemblait au genre de femme qui avait mémorisé plus de failles juridiques que la plupart des gens n'en connaissaient l'existence. Nous nous sommes assis. Présentation, avertissement, brassage de papier. Puis la médiatrice, une femme aux voyelles douces et avec trop de pense-bête, a orienté la conversation vers la division des biens. C'est là qu'Émilie s'est penchée en avant, la voix mielleuse et creuse. Je ne cherche pas à me battre. Je veux juste ce qui est juste. Janine n'a pas scié. Ce qui, selon le contrat de mariage, est déjà clairement défini. La bouche d'Émilie s'est crispée. J'ai signé ça il y a des années. Les choses ont changé. Heureusement, dit Janine en faisant glisser un dossier sur la table, la loi honore les accords écrits, pas les sentiments changeants. Et c'est là que j'ai sorti la clé USB, que je l'ai posée doucement sur la table entre nous. J'ai apporté quelque chose, dis-je. Les yeux d'Émilie se sont plissés. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas bronché. Une vidéo, d'1 minute, d'Eli. Il est venu à ma porte. Il a parlé librement. Tu n'étais pas là, alors il ne s'est pas retenu. Son avocat a levé la main. Si c'est destiné à humilier ou à manipuler émotionnellement. Ce n'est pas le cas, dis-je, toujours aussi calme. Je ne suis pas ici pour t'humilier, Émilie. J'ai fait glisser la clé sur la table. Je veux juste que ce soit fini. C'est là que son expression a changé. Pas de manière théâtrale, avec une lèvre tremblante. Non, c'était plus subtil que ça. Une lente défaite derrière la glace. La réalisation que tout ce qu'elle avait essayé de déformer, de manipuler, de nier était déjà connu, déjà documenté. Pour la première fois depuis des mois, elle avait l'air petite. La médiatrice s'est éclaircie la gorge. Devons-nous examiner le contenu ensemble? J'ai secoué la tête. Pas besoin. Il a déjà été envoyé à toutes les parties concernées. C'était vrai juste pas aux parties légalement concernées. Je ne voulais pas la ruiner. Je voulais qu'elle sache que j'aurais pu le faire. C'est une autre forme de pouvoir. Émilie n'a pas dit un mot de plus pendant le reste de la session. Son avocat a fait la conversation, manœuvrant, se positionnant, essayant de sauver les apparences,
mais c'était fini. À la fin, quand la médiatrice nous a demandé si nous avions des déclarations finales, j'ai regardé directement Émilie pour la première fois. Elle a à peine soutenu mon regard. J'ai souri doucement. Merci, dis-je, d'avoir rendu si facile de lâcher prise. Et sur ce, je me suis levé, j'ai pris mon manteau et je suis sorti. Sans amertume, sans victoire, juste avec la liberté. J'ai reçu le courriel en fin de journée. Pas de cérémonie, pas de signature dramatique, juste une pièce jointe en format PDF et une seule ligne de mon avocate, accord finalisé. Transfert de propriété terminé. Et c'était tout. Après 10 ans de mariage, des mois de déchirement et une stratégie très précise, je possédais l'appartement en pleine propriété. Les biens avaient été divisés selon le contrat de mariage, et elle est partie avec presque rien de plus que ce avec quoi elle était arrivée. Elle ne l'avait pas lu attentivement à l'époque. Émilie avait insisté pour que nous le signions pour apaiser mes parents, le balayant d'un revers de la main comme les petits caractères d'un contrat de diffusion en continu. Mais à l'intérieur se trouvait une clause qu'elle n'avait jamais remarquée, toute inconduite extra-conjugale annule les prétentions du conjoint au-delà de la part de l'actif net. Janine l'avait surligné comme une écriture sainte. Maintenant, c'était parole d'évangile. La date officielle du déménagement était fixée au vendredi. Je n'avais pas l'intention d'être là. J'avais demandé à Antoine de passer vers 17h pour confirmer que les clés avaient été laissées et que l'endroit était vide. Mais vers 15h17, mon téléphone a vibré avec une notification de la caméra d'entrée de l'immeuble. C'était elle. Émilie. Pas de valise, pas de fanfare, juste un grand sac en toile sur l'épaule et une plante en pot que je n'avais pas vue depuis des années. Elle est entrée avec son badge, a marché d'un pas décidé et a disparu du champ de la caméra en quelques secondes. La curiosité l'a emporté. J'ai quitté le travail plus tôt, j'ai conduit sans vraiment l'avoir décidé. Quand je suis entré dans l'appartement juste après 17h, l'endroit était presque intact. Les meubles restaient comme convenu, mais quelque chose dans l'air avait changé. J'ai traversé lentement. Cuisine impeccable. Placard vide. Tiroir de la salle de bain nettoyé. Comptoirs essuyés. Seules 2 choses avaient été laissées derrière, son tapis de yoga, soigneusement enroulé et posé dans le coin de ce qui était autrefois notre bureau, et une petite bouteille de parfum en verre sur le bord de la commode, à moitié pleine, sans bouchon, comme une odeur qui essayait encore de persister. Je l'ai prise, j'ai regardé l'étiquette, le même parfum qu'elle portait depuis notre 2e anniversaire. Je ne l'avais pas senti depuis des semaines, mais au moment où il a atteint mes narines, il a tiré des souvenirs de moi comme des fils. Des rires dans la voiture, les fenêtres baissées, sa main sur ma poitrine au milieu de la nuit, la fois où nous avons dansé dans la cuisine parce qu'aucun de nous ne pouvait dormir. Cela m'a rendu triste, mais pas pour la raison qu'elle aurait pu espérer. Je ne la pleurais pas. Je pleurais celui que j'étais avant d'apprendre avec quelle facilité la confiance pouvait être habillée de charme et dépouillée en silence. J'ai reposé le parfum et j'ai ouvert les fenêtres. J'ai laissé la brise de la ville balayer chaque recoin de ce qui était maintenant mon espace. Pas le nôtre, le mien. Plus de mots passifs-agressifs sur le frigo. Plus de silence stratégique. Plus de recalibrage constant, juste des murs propres, des tiroirs vides, un endroit où l'on pouvait à nouveau respirer. Je me suis dirigé vers le tapis de yoga, je l'ai ramassé et je l'ai mis près de la poubelle. Je suis resté là un moment, un dernier regard autour de moi, et j'ai réalisé quelque chose. Elle n'avait rien emporté qui ne pouvait être remplacé. Et ce qu'elle avait laissé, je n'en avais plus besoin. C'est arrivé un mardi. Le genre de journée qui ressemble à un haussement d'épaule, autour de 18 degrés, des nuages pâles, la ville se déplaçant à son rythme fatigué habituel. Je venais de prendre un chariot devant une épicerie locale. Rien de profond, j'avais juste besoin de dentifrice, d'orange, peut-être quelque chose à mettre au four. J'étais habillé de manière décontractée, casquette, basket, une version de moi-même qu'Émilie ne reconnaîtrait peut-être même pas. Et puis j'ai entendu mon nom. Adrien. Je me suis retourné lentement. Elle se tenait à 3 mètres de moi, les bras enroulés autour d'elle comme si la brise était personnelle. Émilie. Un peu plus mince, peut-être. Les mêmes pommettes saillantes, des yeux différents. Je ne sais pas ce que je m'attendais à ce qu'elle dise, si tant est qu'elle dise quelque chose. Une pique, des excuses, une remarque à moitié sincère sur le fait de tourner la page. Mais ce qu'elle m'a offert, c'est un sourire petit, répété, qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux.
Je ne m'attendais pas à te voir ici, dit-elle. J'habite ici, répondis-je calmement. C'est vrai, dit-elle en hochant la tête. Je suppose que je pensais juste que tu avais peut-être déménagé. Après tout. J'ai laissé la pause s'installer. Elle a pris une inspiration. Tu as l'air en forme. J'ai failli rire, pas d'une manière moqueuse, juste doucement, comme si elle avait commenté la météo en ignorant la tornade que nous venions de traverser. Elle a scruté mon visage comme si elle attendait la permission d'en dire plus. Une lueur de quelque chose a traversé ses traits. La nostalgie, peut-être. Le regret? Peut-être pas, commença-t-elle, mais je l'arrêtai d'un seul regard. Puis je l'ai dit. La seule chose que j'avais besoin de dire. Tu avais raison ce soir-là, lui ai-je dit. Elle cligna des yeux. Quoi? J'ai hoché la tête une fois, fermement. Je m'en suis remis. Et avant qu'elle ne puisse répondre, je me suis retourné, j'ai franchi les portes coulissantes et j'ai disparu dans le rythme de la vie normale. Un endroit qu'elle n'occupait plus. À l'intérieur, j'ai pris ce que j'étais venu chercher, je suis passé à la caisse et je suis retourné à ma voiture. Pas de fanfare, pas de musique grandiloquente, juste le clic satisfaisant d'une portière qui se ferme et le confort tranquille de savoir que j'avais déjà lâché prise bien avant de la revoir. C'est ça, la guérison. Elle ne ressemble pas toujours à un discours ou à une révélation. Parfois, elle ressemble au fait de ne pas en avoir besoin et de s'en aller sans se retourner.